Avez-vous jamais senti le monde entier tourner son dos sur vous? Imaginez ceci. Une fille de 22 ans se tient seule dans une froide salle d'audience en acajou. Pas d'avocat, pas de famille. Juste une belle-mère, souriant du premier rang, attendant de la voir enfermée pour un crime elle n'a pas commis. Le juge a levé son marteau prêt à sceller son destin comme une voleuse ordinaire. Tout le monde pensait qu'elle n'était personne. Ils pensaient qu'elle était une proie, mais ils ont oublié une chose. Même le plus petit agneau pourrait appartenir à un lion. Et quand les portes se sont ouvertes, la pièce entière a arrêté de respirer. L'air dans le tribunal du District Sud de New York sentait la serre de sol et l'anxiété éventée. Pour Isla Mercer, cela sentait la fin de sa vie. Elle était assise à la table des accusés, ses mains jointes si étroitement que ses jointures avaient pris la couleur d'un vieil os. Elle portait un blazer qu'elle avait acheté dans une friperie 3 jours plus tôt. C'était une taille trop grande, les manches engloutissant ses poignets, la faisant paraître encore plus petite et plus fragile qu'elle ne l'était déjà. Pour le jury, elle ne ressemblait pas à une experte en détournement de fonds. Elle ressemblait à une enfant jouant à s'habiller. Mais le procureur, un homme nommé Thomas Reed, avec un sourire aussi affûté qu'un scalpel, peignait une image très différente. Dames et messieurs du jury, dit Reed, faisant les 100 pas devant le box. Il ne regarda pas Isla. Il regarda la galerie, spécifiquement la femme assise au premier rang. L'accusée Isla Mercer n'est pas la victime qu'elle prétend être. Elle est une parasite. Elle a pris la gentillesse de sa belle-mère Lydia Mercer et l'a remboursée en siphonnant 300 000 $ de l'entreprise de logistique familiale. De l'argent destiné aux pensions des employés, de l'argent destiné aux familles qui travaillent dur. Isla a tressailli. C'était un mensonge. Chaque mot de cela était un mensonge coûteux, méticuleusement élaboré. Dans la galerie, Lydia Mercer tamponnait des yeux secs avec un mouchoir de soie. Elle était une vision d'élégance endeuillée dans un tailleur Chanel noir, ses cheveux blonds coiffés à la perfection. Pour le monde, Lydia était la veuve souffrante essayant de sauver l'entreprise de son défunt mari d'une belle fille délinquante. Pour Isla, elle était la femme qui avait fait des 2 dernières années un enfer vivant. Le père d'Isla, Robert Mercer, était mort d'une crise cardiaque soudaine il y a 18 mois. Il n'avait pas laissé de testament, ou du moins c'est ce que Lydia affirmait. La succession, la maison dans les Hamptons, la firme de logistique, tout était allé à Lydia. Isla, qui étudiait l'histoire de l'art à NYU, fut autorisée à rester dans la maison d'hôte, à condition de travailler comme stagiaire non rémunérée à la firme pour gagner sa vie. Isla avait accepté. Elle voulait juste être proche de la seule maison qu'elle ait jamais connue. Elle avait fait confiance à Lydia. Elle avait signé les papiers que Lydia avait mis devant elle, pensant qu'il s'agissait de formulaires RH de routine. Ce n'était pas le cas. C'étaient des autorisations de transfert de fonds vers un compte offshore. Au nom d'Isla, un compte dont Isla ignorait l'existence jusqu'à ce que le FBI frappe à sa porte. Isla, la voix du défenseur public. Un homme d'apparence fatigué nommé M. Garris la ramena au présent. Concentrez-vous. Le juge vous pose une question. Eiler leva les yeux. Le juge Harrison, un homme avec un visage comme une carte routière froissée, la regardait par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Mercer, gronda le juge. Votre conseil a demandé une suspension pour examiner les nouvelles preuves soumises par l'accusation. Cependant, étant donné la gravité du risque de fuite indiqué par l'accusation, je suis enclin à révoquer la caution à moins que vous ne puissiez fournir un témoin de moralité. Y a-t-il quelqu'un, n'importe qui dans cette salle d'audience qui puisse se porter garant pour vous? Isla se retourna. Elle scanna la galerie. Elle était bondée de journalistes. Le scandale de détournement de fonds des Mercer était un bavardage à faibles enjeux pour New York. Mais Lydia avait une façon de manipuler la presse. Elle avait dépeint Isla comme une enfant gâtée, volant la classe ouvrière. Isla regarda les visages. Des étrangers, des journalistes, et Lydia la fixant avec des yeux froids et morts,
Un petit sourire jouant sur ses lèvres rouges. Lydia fit un hochement de tête microscopique, murmurant le mot « personne ». Isla sentit sa gorge se serrer. Ses amis de l'université l'avaient abandonnée quand la nouvelle avait éclaté. Son père était mort. Elle n'avait pas de frères et sœurs. Non, votre honneur, Isla murmura, sa voix se brisant. Il n'y a personne. Lydia laissa échapper un sanglot théâtral et Thomas Reed secoua la tête avec une pitié feinte. Très bien, dit le juge Harrison, levant son marteau. À la lumière de l'absence de lien de l'accusé avec la communauté et des preuves accablantes, les lourdes portes en bois à l'arrière de la salle d'audience gémirent. Ce n'était pas un claquement. C'était une ouverture lourde et délibérée. Le son était assez fort pour couper la phrase du juge. Les têtes se tournèrent. L'officier de la cour atteignit sa ceinture. Un homme entra. Il était plus âgé, peut-être, à la fin de la cinquantaine, mais il se déplaçait avec le genre de vitalité que l'argent achète. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui lui allait comme une seconde peau. Il ne ressemblait pas à un avocat et il ne ressemblait certainement pas à un touriste. Il semblait posséder le bâtiment. Il semblait posséder le pâté de maison. Il ne s'arrêta pas à la galerie. Il marcha tout droit dans l'allée centrale, ses chaussures de ville claquant rythmiquement sur le parquet. « Ordre !» aboya le juge Harrison, bien qu'il ait l'air plus confus que fâché. « C'est une session à huis clos. Monsieur, vous ne pouvez pas simplement entrer ici. » L'homme s'arrêta à la balustrade juste derrière Isla. Il sentait le bois de santal et le tabac cher. Il ne regarda pas le juge. Il regarda l'arrière de la tête d'Isla. « Je m'excuse pour l'interruption, votre honneur, » dit l'homme. Sa voix était un baryton profond portant un accent britannique qui adoucissait les aspérités de la pièce. Mais je crois que la jeune femme a dit qu'elle n'avait personne pour se porter garant pour elle. C'est incorrect. Lydia Mercer se leva, son visage rougissant. « Qui est-ce, votre honneur? » « C'est une perturbation. Retirez-le. » L'homme tourna lentement la tête vers Lydia. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne lança pas de regard noir. Il la regarda simplement avec l'indifférence d'une botte regardant d'une fourmi. Lydia se rassit, réduite au silence par le poids même de sa présence. « Et qui pourriez-vous être? » demanda le juge Harrison, se penchant en avant. L'homme se retourna vers le banc. Il atteignit la poche de sa veste et en sortit une carte de visite, la glissant sur la balustrade au huissier qui la porta au juge. Le juge Harrison prit la carte. Il ajusta ses lunettes. Il lut le nom. Les sourcils du juge montèrent jusqu'à sa racine des cheveux. Il regarda de la carte à l'homme, et puis, inexplicablement, il se redressa. « Monsieur Sterling, » dit le juge, son ton passant de l'agacement au respect prudent. « Arthur Sterling. » Une vague de murmures traversa la section de la presse. Les journalistes s'agitaient frénétiquement sur leur téléphone. Arthur Sterling, le nom était synonyme de transport maritime mondial, d'industrie lourde et d'acquisition impitoyable. C'était un fantôme. Il donnait à peine des interviews. Il vivait à Londres, Monaco et sur une île privée dans le Pacifique. Que faisait-il dans un procès pour fraude de niveau intermédiaire à Manhattan? La même chose, dit Arthur Sterling. Et quel est votre intérêt dans cette affaire, Monsieur Sterling? Demanda le juge. Arthur Sterling posa une main sur l'épaule d'Isla. Sa prise était chaude, ferme et protectrice. Isla se figea. Elle n'avait jamais vu cet homme de sa vie. « Vous avez demandé un témoin de moralité, juge, » dit Sterling, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Je ne suis pas seulement un témoin. Je suis de la famille. » Lydia allaita audiblement. « C'est un mensonge. C'est une orpheline. » Sterling l'ignora. Il regarda Isla, ses yeux gris s'adoucissant pour la première fois. « Elle n'est pas une orpheline, » annonça Sterling, se tournant pour faire face à la pièce entière. Ce tribunal pensait qu'elle était seule. Mais Isla est ma fille. Le silence qui suivit fut absolu. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Isla le regarda, la bouche légèrement ouverte. Fille. C'était impossible. Son père était Robert Mercer,
Il l'avait élevé. Il lui avait appris à faire du vélo, à peindre, à conduire. C'était l'homme enterré dans le Queens. Monsieur Sterling, balbutia le juge Harrison, c'est très irrégulier. Les registres du tribunal listent Robert Mercer comme le père. Robert Mercer était un homme bon, dit Sterling, sa voix s'abaissant avec un respect solennel. Il était mon ami de confiance, et il a tenu une promesse que je lui ai demandé de faire il y a 22 ans. Mais Robert est parti maintenant, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que sa veuve. Sterling fit une pause, laissant le mot flotter dans l'air comme une insulte. Tente de détruire la seule chose qu'il me reste. Lydia était de nouveau debout, tremblante. C'est absurde. Je veux un test ADN. Je veux des preuves. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et réclamer la paternité pour libérer un criminel. Sterling sourit. C'était un sourire terrifiant et froid. Je m'attendais à cela de votre part, Lydia. C'est pourquoi j'ai amené mon équipe juridique. Il fit un geste vers l'arrière de la pièce. Les portes s'ouvrirent de nouveau et cette fois, 6 avocats entrèrent en marchant. Ce n'étaient pas des défenseurs publics, c'étaient des requins en costumes humains. Ayla reconnut l'avocat principal des informations, Elias Thorne, l'homme qui avait défendu le vice-président il y a 3 ans. Thorne s'approcha du banc, plaçant une épaisse pile de documents devant le juge. Votre honneur, ce sont des certificats de naissance notariés du registre de Zurich, des affidavits sous serment du regretté Robert Mercer et des résultats d'ADN traités par LabCorp hier matin. Le visage de Lydia devint pâle. Elle agrippa le dossier du banc devant elle. Hier matin, murmura Isla. Sterling lui serra de nouveau l'épaule. J'ai surveillé Isla pendant longtemps. Je voulais vous donner une vie normale. Robert était censé vous donner cela. Mais quand j'ai vu ce qu'elle vous faisait, je ne pouvais plus rester dans l'ombre. Le juge Harrison feuilleta les documents, son visage devenant plus sérieux à chaque page. Il regarda le procureur, Thomas Reed, qui transpirait actuellement à travers son costume bon marché. « Monsieur Reed, dit le juge, avez-vous vu ces documents? »« Non, votre honneur, Queen Reed. »« Eh bien, vous feriez mieux de les regarder, dit le juge, faisant glisser le dossier. Parce que selon ceci, Mademoiselle Mercer, ou plutôt Mademoiselle Sterling, est la seule bénéficiaire d'une fiducie aveugle mise en place par M. Sterling en 1998. Une fiducie qui possède, eh bien, il semble qu'elle possède la part majoritaire de l'entreprise de logistique dont elle est accusée d'avoir volé. La salle d'audience éclata. Les journalistes hurlaient des questions. La sténographe arrêta de taper. Sa mâchoire tomba. L'esprit d'Isla s'agitait. La compagnie qu'elle possédait, la compagnie. « Tendez, dit Isla, sa voix tremblante. Si je possède la compagnie, alors vous ne pouvez pas détourner de l'argent de vous-même. » Elias Thorne termina pour elle, s'adressant au juge. « Il est légalement impossible pour ma cliente de voler des fonds qui étaient déjà les siens. Les accusations sont sans objet. »« Votre honneur, Lydia cria. C'était un son breu et primaire de frustration. Il ment, il falsifie des documents. Robert a construit cette compagnie. C'est la mienne. » Sterling se tourna entièrement vers Lydia maintenant. Il fit un pas vers elle, et un instant Isla pensa qu'il allait la frapper, mais il se pencha simplement, sa voix baissant à un murmure que les microphones captaient à peine. « Robert a géré la compagnie, Lydia. Je l'ai financée, j'ai construit l'infrastructure. J'ai acheté les navires. Robert était le visage parce que je devais rester anonyme. Vous n'avez jamais demandé d'où venait le capital, n'est-ce pas? Vous étiez trop occupé à le dépenser. » Il se redressa et boutonna sa veste. « Vous vouliez la ruiner pour 300 000 $. Je dépense cela en carburant pour mon jet en une semaine. Vous avez réveillé un géant endormi, Madame Mercer. Et maintenant, je vais tout prendre. » Le juge Harrison frappa son marteau, brisant le chaos. Assez de silence. La caution est accordée. Monsieur Sterling, vous êtes libéré sous votre propre engagement en tant que gardien de l'accusé. Nous nous réunirons lundi pour authentifier ces documents. L'audience est levée.
Le marteau retomba. Isla sentit ses genoux céder. L'adrénaline quittait son système, remplacée par le choc. Elle serait tombée si Sterling ne l'avait pas rattrapée. « Doucement, murmura-t-il, je vous ai. » Alors qu'il la guidait vers l'allée, la mère de journaliste s'écarta. Les flashs crépitèrent comme des orages. « Est-ce vrai? » cria un journaliste. « Êtes-vous vraiment son père? Monsieur Sterling, pourquoi le secret? » « Isla, saviez-vous? » Sterling les ignora tous. Il la fit sortir de la salle d'audience, son équipe juridique formant une phalange autour d'eux. Ils sortirent des portes du palais de justice et dans l'après-midi lumineux de New York. Un convoi de voies noires attendait au trottoir, pas seulement des Uber. C'étaient des escalades blindées avec des drapeaux diplomatiques. « Montez », dit Sterling, lui ouvrant la porte. Isla hésita. Elle regarda en arrière les marches du palais de justice. Lydia sortait maintenant, se disputant furieusement avec son avocat. Elle avait l'air débraillée, désespérée. Pour la première fois en 2 ans, Lydia avait l'air effrayée. Isla regarda l'homme qui tenait la porte. Son père. Un magnat milliardaire. Cela ressemblait à un rêve ou à un piège. « Pourquoi maintenant? » demanda Isla, fixant ses yeux gris. « Si vous êtes vraiment mon père, où étiez-vous quand j'avais 10 ans? Où étiez-vous quand Robert est mort? Où étiez-vous quand je dormais sur un matelas sur le sol de la maison d'hôte? » Sterling ne détourna pas le regard. Il y avait de la douleur dans ses yeux. Une douleur ancienne et profonde. « Monte dans la voiture, Isla, » dit-il doucement. « Je te dirai tout, mais nous ne sommes pas en sécurité ici. Lydia n'est pas la seule à vouloir que tu sois hors de l'image. En me révélant, j'ai mis une cible sur ton dos bien plus grande qu'une petite accusation de fraude. » Le sang d'Isla se glaça. « Que voulez-vous dire? »« Je veux dire, dit Sterling, scrutant les toits des bâtiments de l'autre côté de la rue, que les 300 000 $ n'étaient que l'appât. Lydia travaillait pour quelqu'un d'autre, et maintenant que je suis ici, ils savent que leur plan a échoué. » Il la poussa doucement dans la voiture et claqua la porte juste au moment où un pneu crissait au loin. Le convoi de VOS ne s'arrêta pas avant d'atteindre le 432 Park Avenue, l'une des tours résidentielles les plus minces, les plus hautes et les plus exclusives de l'hémisphère occidental. Les fenêtres étaient des carrés sombres contre le ciel bleu, comme des yeux immobiles observant la ville en contrebas. Isla était assise à l'arrière du véhicule de tête, ses mains tremblant toujours sur ses genoux. Le siège en cuir était moelleux, la climatisation silencieuse, mais elle se sentait suffoquée. À côté d'elle, Arthur Sterling tapait furieusement sur un smartphone sécurisé. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le crissement de pneus au palais de justice. « Où allons-nous? » demanda Isla, sa voix semblant petite dans l'habitacle blindé. Sterling glissa le téléphone dans sa poche et la regarda. De près, Isla vit les lignes gravées sur son visage, des cicatrices de stress que l'argent ne pouvait pas effacer. Il avait l'air fatigué. « Chez nous, dit-il simplement. Ou du moins ma maison à New York, vous y serez en sécurité. Le bâtiment dispose d'une sécurité biométrique et d'un ascenseur privé. Je ne veux pas être en sécurité, lança Isla, un éclair de colère soudain traversant sa peur. Je veux des réponses. Vous entrez dans ma vie après 22 ans, vous détruisez ma belle-mère en 5 minutes, et vous me dites que je possède une entreprise pour laquelle j'ai récuré des sols. Qui êtes-vous, vraiment? » Sterling soupira. Il fit signe au chauffeur et la voiture s'engagea dans un garage souterrain qui ressemblait plus à un coffre-fort de banque. « Je suis un homme qui s'est fait beaucoup d'ennemis, Isla, » dit-il alors que la porte s'ouvrait. « Et à cause de cela, j'ai dû faire le choix le plus difficile qu'un père puisse faire. » Ils prirent un ascenseur privé qui monta si vite que les oreilles d'Isla se bouchèrent. Quand les portes s'ouvrirent, ils entrèrent directement dans un penthouse qui occupait tout le 90e étage. La vue était stupéfiante. Central Park s'étirait en contrebas comme un paillasson vert, et la ville s'étendait dans une grille d'acier et de béton. Mais l'appartement semblait froid. Il était meublé de cuir italien moderne et d'art abstrait,
Mais il n'y avait pas de photos, pas de touche personnelle. C'était une forteresse, pas une maison. Sterling se dirigea vers un bar à cocktail et versa 2 verres d'eau. Il entendit un à Isla et lui fit signe de s'asseoir sur le canapé blanc. « Le nom de votre mère était Catherine, commença-t-il, restant debout près de la fenêtre. Elle était restauratrice d'art à Londres. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères en 1989. Je n'étais pas Arthur Sterling, le magnat à l'époque. J'étais juste Arthur. Nous étions heureux. » Isla serra le verre. « Robert m'a dit que ma mère est morte dans un accident de voiture quand j'étais bébé. » « Cette partie est vraie, » dit Sterling, sa voix se tend. « Mais ce n'était pas un accident. J'étendais mon empire maritime dans des territoires contrôlés par un cartel connu sous le nom de Groupe Corse. Ils n'aiment pas la concurrence. Ils ont coupé les conduites de frein de sa voiture. » Isla haleta, sa main volant à sa bouche. « C'était moi qui devais conduire, » murmura Sterling, regardant l'horizon. « Elle a pris la voiture pour aller faire les courses. Elle est morte instantanément. Tu avais 6 mois, attaché à l'arrière. Tu as survécu sans une égratignure. » Il se tourna pour lui faire face, ses yeux gris brillants de larmes non versées. « Après les funérailles, j'ai reçu une lettre. Elle disait « La prochaine fois, nous ne raterons pas l'enfant. J'ai réalisé que tant que tu serais la fille d'Arthur Sterling, tu aurais une cible peinte sur le front. Je ne pouvais pas te protéger 24 heures sur 24. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais. Vous m'avez abandonné, dit Isla d'une voix creuse. Je vous ai caché, corrigea-t-il avec fureur. Robert Mercer était mon chef de la sécurité. C'était le seul homme en qui j'avais confiance avec ma vie. Nous avons créé une fabrication. Nous avons falsifié des documents. Nous vous avons déménagé à New York. Vous avons donné son nom de famille et créé une vie humble et tranquille pour vous. Une vie où personne ne regarderait 2 fois. J'ai tout financé, la maison, l'entreprise, par le biais de sociétés écrans, afin que Robert puisse subvenir à vos besoins sans attirer l'attention. Mais Robert est mort, dit Isla, et Lydia a pris le relais. La crise cardiaque de Robert était commode, dit Sterling sombrement. J'ai mes soupçons. Mais quand il explose, le plan s'est fracturé. Je m'attendais à ce que Lydia se contente de profiter de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se retourne contre vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si avide qu'elle essaierait de vous piéger pour enfreindre la clause de moralité de la fiducie afin de pouvoir saisir les actifs principaux. Isla cligna des yeux. Attendez. L'accusation de détournement de fonds était un coup monté. Sterling hocha la tête. Si vous êtes reconnu coupable d'un crime, la fiducie que j'ai établie pour vous se dissout et les actifs reviennent au tuteur légal ou aux plus proches parents inscrits dans la charte de la firme. Lydia. Isla se sentit malade. La cruauté de cela était à couper le souffle. Lydia ne l'avait pas seulement voulu partir, elle avait systématiquement essayé de détruire son avenir pour encaisser un chèque. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» demanda Isla, des larmes coulant enfin. « Je dormais dans cette maison d'hôte gelée. Je pensais que je ne valais rien. » Sterling s'assit à côté d'elle, hésitant avant de couvrir sa main avec la sienne. « Je pensais que vous étiez en sécurité tant que vous étiez invisible. Si je revenais, les Corses ou leurs successeurs sauraient que vous étiez à moi. Je vous ai regardé de loin, Isla. J'ai un dossier de chaque bulletin scolaire, de chaque dessin, de chaque photo que Robert m'a envoyé. Je ne vous ai pas abandonné. J'attendais que vous soyez assez âgé pour supporter le poids de mon monde. » Il atteignit la poche de sa veste et en sortit une petite pochette de velours. Il la renversa et un médaillon en argent glissa sur la table basse. Isla se figea. « C'est à moi. Je l'ai laissé à l'appartement de Brooklyn quand la police m'a arrêté. Mon équipe l'a récupéré il y a 1 heure, dit Sterling. Ouvrez-le. » Isla ouvrit le médaillon avec un ongle tremblant. À l'intérieur se trouvait une petite photo fanée d'une femme aux yeux rieurs et aux cheveux foncés tenant un bébé. « Catherine, dit Sterling doucement. Et vous? » Isla regarda de la photo à l'homme assis à côté d'elle.
La colère ne disparut pas, mais elle fut soudain lourde de chagrin. Elle réalisa que si elle avait perdu un père, elle ne savait pas qu'il avait perdu la seule famille qu'il avait pour les garder en vie. Alors que se passe-t-il maintenant? Demanda Isla, s'essuyant le visage. L'expression de Sterling se durcit. Le père en deuil disparut, remplacé par le titan de l'industrie. Maintenant, dit-il, se levant, nous arrêtons de jouer la défense. Lydia est un pion. Une femme comme elle n'invente pas un montage financier complexe impliquant des comptes offshore toute seule. Elle a eu de l'aide. Quelqu'un de puissant a fourni le cadre juridique et la technologie pour simuler ces transferts. Qui? C'est ce que nous allons découvrir, dit Sterling. Mais d'abord, vous devez avoir l'air de la part. Vous n'êtes plus la victime, Isla. Vous êtes l'héritière de l'Empire Sterling. Demain, nous allons à la guerre. Mais ce soir, vous vous reposez. Il se tourna pour quitter la pièce, mais s'arrêta à l'arche. Une dernière chose, Isla, dit-il, sa voix grave. Ne quittez pas ce bâtiment. Ne contactez personne. Votre téléphone a été cloné par les associés de Lydia. C'est comme ça qu'ils savaient où vous étiez. Nous sommes dans une forteresse, mais les loups grattent à la porte. Pendant qu'Isla dormait dans un lit qui coûtait plus cher que ses frais de scolarité, Lydia Mercer était assise dans une cabine à l'arrière d'un club de jazz faiblement éclairé à Greenwich Village. Elle en était à son 3e martini et sa main tremblait si fort que l'olive vibrait dans le verre. Le club était vide à l'exception du barman qui polissait des verres avec une indifférence studieuse et de l'homme assis en face d'elle. L'homme était plus jeune que Sterling, peut-être au début de la quarantaine. Il avait les cheveux blonds lissés en arrière et portait un costume trop brillant, trop bleu. Il ressemblait à un mannequin dans une publicité de Cologne, mais ses yeux étaient plats et prédateurs. C'était Sebastian Cross, un fixeur d'entreprise connu dans le milieu souterrain pour faire disparaître les problèmes et les gens. « Vous avez dit que ce serait facile, » siffla Lydia d'une voix basse. « Vous avez dit qu'elle n'était personne. Vous avez dit, prenez l'argent, piégez la fille et la fiducie se débloque. Vous ne m'avez pas dit que son père était Arthur Sterling sanglant. » Sebastian Cross but une lente gorgée de son whisky. Il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air amusé. « J'admets, » dit Cross doucement, « que la réapparition de Sterling était une variable que je n'avais pas calculée. Nous avons supposé qu'il était mort ou retraité. Il n'a pas mis les pieds sur le sol américain depuis une décennie. Il a une équipe juridique de la taille d'une armée, hurla presque Lydia. Ils ont de l'ADN. Ils ont des documents. Je vais aller en prison, Sébastien. Ils retraceront les comptes offshore jusqu'à moi. Ils ne le feront pas, dit Cross, parce que les comptes ne sont pas à votre nom, Lydia. Ils sont dans une société écran aux Caïmans, que je contrôle, que nous contrôlons, corrigea Cross. Il se pencha en avant. Calmez-vous. Sterling a joué une carte dramatique aujourd'hui, mais il a commis une erreur. Il a mis la fille à découvert. Il a confirmé qu'elle est sa faiblesse. Je me fiche de sa faiblesse, lança Lydia. Je me soucie de ma pension alimentaire. Je me soucie de ma liberté. Je veux sortir. Le sourire de Cross disparut. La température à la table sembla baisser de 10 degrés. Il tendit la main et attrapa le poignet de Lydia. Sa prise était douloureuse. « Il n'y a pas de sortie, Lydia, » murmura-t-il. « Vous avez emprunté 2 millions de dollars à mes employeurs pour couvrir vos dettes de jeu l'année dernière. Nous avons pardonné cette dette en échange de la fiducie Mercer. Vous n'avez pas réussi à livrer la fiducie. Maintenant, vous nous devez. Avec intérêt. » Lydia gémit. « Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas la toucher maintenant. » Elle est avec lui. Sterling pense qu'il est intouchable, dit Cross, relâchant sa main. Mais il est trop longtemps resté loin de New York. Il ne sait pas comment le jeu a changé. Il pense que c'est une bataille juridique. Ce n'est pas le cas. Cross sortit un téléphone de sa poche et le glissa sur la table. Sur l'écran se trouvait une vidéo en direct. Elle était granuleuse, montrant l'extérieur d'un bâtiment. 432 Park Avenue.
Nous avons des yeux sur la tour, dit Cross. La fille est la clé. Sterling la garde, mais les filles de son âge. Elles deviennent agitées. Elles se deviennent émotionnelles. Elle est coupée de ses amis, de sa vie. Elle fera une erreur. Et quand elle le fera, nous ne la piégerons pas cette fois. Que ferez-vous? Demanda Lydia, terrifiée. Nous l'échangerons, dit Cross froidement. Sa vie pour les routes maritimes que Sterling contrôle dans l'Atlantique Nord. Mes employeurs veulent son réseau de distribution. La fille n'est que la monnaie. Le lendemain matin, le soleil inonda le penthouse, réveillant Isla d'un sommeil agité. Elle se redressa désorientée un instant par la taille immense de la pièce. Une femme de chambre en uniforme gris était déjà là, déposant un plateau de petit déjeuner. « Monsieur Sterling est en conférence téléphonique avec Tokyo », dit poliment la femme de chambre. « Il a demandé que vous ne soyez pas dérangés avant midi. Il a laissé une carte de crédit et une tablette pour que vous commandiez des vêtements. » Isla regarda la tablette. Elle était verrouillée sur une application de shopping. Pas de navigateur, pas de médias sociaux. Isla ressentit une pointe de frustration. Elle était reconnaissante, oui, mais elle se sentait prisonnière. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. La ville semblait si proche. Soudain, une pensée la frappa. Le garde-meuble. Avant le procès, lorsqu'elle avait été expulsée de la maison principale, elle avait mis les quelques affaires que Lydia n'avait pas brûlées dans un casier de stockage bon marché dans le Queens. Ses carnets de croquis, son portfolio. Les seules choses qui prouvaient qu'elle était une artiste, pas seulement une héritière ou une fraude. Si l'équipe de Sterling vidait la maison, il ne saurait rien du casier. Lydia pourrait envoyer quelqu'un pour le saccager juste par méchanceté. Isla regarda la porte. Sterling était occupé. Les gardes de sécurité étaient à l'extérieur. Elle marcha jusqu'à la tablette. Elle ne pouvait pas appeler à l'extérieur, mais elle se souvenait de quelque chose de la nuit précédente. La femme de chambre avait utilisé une carte clé d'ascenseur de service pour apporter le chariot du petit déjeuner. Elle était posée sur le bord de la console près de la porte. Le cœur d'Isla tambourinait. Elle savait que c'était stupide. Elle savait que Sterling l'avait averti. Mais la pensée de perdre son or, son identité réelle, était insupportable. Il lui fallait juste 1 heure. Elle irait chercher le portfolio et reviendrait. Elle s'habilla rapidement avec les vêtements qu'elle avait portés la veille, le blazer trop grand et le jean. Elle attrapa la carte clé. Elle attendit que les voix des gardes s'éloignent dans le couloir, riant de quelque chose. Elle se glissa hors de la porte, tourna à gauche au lieu de droite, vers les ascenseurs principaux, et trouva l'ascenseur de service. Il s'ouvrit avec un ding. Elle entra et appuya sur G. Isla atteignit la rue sans être arrêtée. Le personnel supposa qu'elle était juste une autre jeune résidente. Elle remonta son col et marcha 2 pâtés de maison avant de élire un taxi jaune. Queens, dit firme. Le chauffeur. Long Island City, et dépêchez-vous. Elle ne remarqua pas la berline noire qui sortit de la circulation et commença à suivre le taxi en restant à 2 voitures. 30 minutes plus tard, Isla se tenait devant une porte roulante orange rouillée à l'installation You Store It. C'était une zone désolée entourée d'ateliers de carrosserie et de clôtures grillagées. Elle composa son code. La porte cliqueta et s'ouvrit. C'était là. Une pile de bacs en plastique. Sa vie. Elle se précipita, attrapant sa maillette de portfolio noir. Elle la serra contre sa poitrine, ressentant une vague de soulagement. Sentimental, n'est-ce pas? La voix vint de derrière elle. Isla se retourna. Sebastian Cross se tenait dans l'embrasure ouverte du garde-meuble. Il souriait, mais ses mains étaient gantées de cuir noir. Derrière lui se tenaient 2 hommes qui semblaient sculptés dans du granit. « Qui êtes-vous? » balbutia Isla, reculant jusqu'à heurter la pile de bacs. « Je suis un ami de votre belle-mère, » dit Cross entrant à l'intérieur. « Et je suis l'homme qui va rendre votre père très, très pauvre. » Isla se jeta vers l'espace entre les hommes, balançant son portfolio comme une arme.
Cross attrapa son bras avec une vitesse terrifiante. Il le tordit, et Isla cria, laissant tomber la mallette. « Ne criez pas, dit Cross, sortant une seringue de la poche de sa veste. C'est juste un léger sédatif. Cela rend le transport plus facile. » Isla lui donna un coup de pied dans le tibia fort. Cross grogna, mais ne lâcha pas. Il décapsula l'aiguille. « Tenez-le » ordonna-t-il aux autres hommes. Ils lui attrapèrent les bras. Isla ouvrit la bouche pour crier, mais une main lourde se posa sur son visage. Elle vit l'aiguille s'approcher de son cou. Sterling avait raison, pensa-t-elle, la panique explosant dans sa poitrine. « Je suis si stupide. » Soudain, le bruit d'un moteur rugit comme un jet au décollage. Une moto noire mat dérapa au coin de la rangée de stockage, les pneus fumant. Le pilote ne freina pas. Il accéléra droit vers eux. Cross leva les yeux écarquillés. Qu'est-ce que... La moto percuta l'un des hommes de main, le projetant contre le mur métallique avec un bruit effroyable. Le pilote sauta au dernier instant, glissant sur le béton dans une gerbe d'étincelles. Le pilote se leva d'un mouvement fluide. Il portait un casque intégral. Il sortit un bâton télescopique de sa ceinture et le déplia. Cross laissa tomber la seringue et sortit un pistolet d'un holster d'épaule. « Mettez-le dans la camionnette !» cria Cross au voyou encore debout, visant la silhouette casquée. Le voyou attrapa Isla par les cheveux, la traînant vers la sortie. Isla lui griffa le visage. Le pilote casqué ne s'enfuit pas devant l'arme. Il lança le bâton. Il tourna dans l'air et frappa le poignet de Cross. Le pistolet tomba sur le sol. Le pilote sprinta en avant, taclant Cross avec la force d'un secondeur. Isla mordit la main de l'homme qui la tenait. Il hurla et relâcha sa prise. Elle se libéra et recula à reculons, plus profondément dans le garde-meuble. « Restez au sol !» cria le pilote. La voix était déformée par le casque, mais elle était jeune, masculine. Des sirènes hurlaient au loin, de vraies sirènes. Cross se précipita pour son arme, mais regarda les lumières de la police qui approchaient, puis l'homme inconscient sur le sol, puis le pilote qui était déjà en train de se remettre en position de combat. « Ce n'est pas fini », grogna Cross. Il renversa la moto pour créer un obstacle et sprinta vers la berline noire qui attendait à l'extérieur. Le voyou restant boitilla derrière lui. Ils partirent en une trombe juste au moment où un SUV noir avec des plaques diplomatiques crissa et s'arrêta. Devant l'unité, Arthur Sterling sauta de l'arrière, flanqué de 3 officiers de sécurité armés. Il semblait frénétique. Il vit Isla recroquevillé dans le coin. Il vit l'homme inconscient et il vit le pilote casqué monter la garde à l'entrée. « Isla !» cria Sterling, se précipitant vers elle. Il la vérifia pour des blessures, ses mains tremblantes. « Je vous l'ai dit, je vous ai dit de ne pas partir. Je suis désolé. » Isla sanglota, s'accrochant à lui. « Je suis si désolé. » Sterling la serra fort, puis leva les yeux vers le mystérieux pilote. « Qui êtes-vous » demanda Sterling. « Vous n'êtes pas un de mes hommes. » Le pilote leva la main et enleva son casque. Il était jeune, peut-être 24 ans. Il avait des cheveux noirs ébouriffés, une coupure sur la joue et des yeux qui brûlaient d'intensité. Il portait une combinaison de mécanicien tachée de graisse. « Non » dit le jeune homme, allaitant lourdement. « Je ne suis pas un de vos hommes. Je suis le gars qui répare sa voiture depuis 2 ans à l'atelier en bas de la rue. Mon nom est Léo et vous devez embaucher une meilleure sécurité, Monsieur Sterling. Parce que si je n'avais pas suivi son taxi pour lui demander un rendez-vous, votre fil serait dans un coffre en ce moment. » Les lumières clignotantes des voitures de police peignaient le béton gris de l'installation de stockage en stroboscope rouge et bleu. Mais ce n'étaient pas des officiers ordinaires de la police de New York. Ils parlaient à voix basse à Elias Thorne, l'avocat principal de Sterling, qui était arrivé quelques minutes après l'attaque. Isla était assise sur le pare-choc arrière du SUV blindé, une couverture drapée sur ses épaules. Son adrénaline s'estompait, la laissant froide et tremblante. À côté d'elle était assis Léo. Le mécanicien avait essuyé la graisse de son visage,
révélant une mâchoire nette et des yeux qui étaient actuellement fixés sur Arthur Sterling avec un mélange de défi et de méfiance. Sterling faisait les 100 pas devant eux, son téléphone collé à son oreille alors qu'il aboyait des ordres en français, puis en japonais, puis en anglais. Il raccrocha enfin et tourna son regard perçant vers Léo. « Vous, dit Sterling, désignant d'un doigt manucuré, vous avez suivi ma fille. J'ai suivi un client. » Léo corrigea d'une voix rauque mais ferme. Il grimaça légèrement en se déplaçant. L'accident de moto lui avait clairement contusionné les côtes. Isla est venue à l'atelier il y a 3 jours. Elle avait l'air effrayée. Elle m'a demandé de vérifier ses pneus parce qu'elle pensait que quelqu'un la suivait. J'ai trouvé un traceur GPS dans le passage de roue. La tête d'Isla se releva d'un coup sec. « Tu ne m'as jamais dit ça. »« Je l'ai enlevé, » dit Léo, la regardant doucement. « Je ne voulais pas te faire paniquer avant de savoir qui l'avait mis là. J'étais venu au palais de justice pour te le dire, mais ensuite, eh bien, le cirque s'est produit. Quand je t'ai vu monter dans un taxi aujourd'hui, j'ai eu un mauvais pressentiment. » Sterling fixa le jeune homme. Il était habitué à ce que les gens s'inclinent devant lui. Ce mécanicien taché de graisse dans une combinaison déchirée le regardait dans les yeux. « Vous avez une formation militaire, » déclara Sterling. « Ce n'était pas une question. La façon dont vous avez désarmé cet homme, ce n'était pas du combat de rue. » Léo hésita. « Rangers de l'armée. 2 tours. Je suis parti l'année dernière pour m'occuper de l'atelier de mon père. » Sterling hocha lentement la tête, le fantôme d'un sourire effleurant ses lèvres. « Vous lui avez sauvé la vie, monsieur. » Donovan, Léo Donovan, Monsieur Donovan, vous avez sauvé les héritiers du consortium Sterling Énergie et Transport Maritime. Vous comprenez que votre vie telle que vous la connaissez est terminée. Sebastian Cross a vu votre visage. Il sait que vous êtes intervenu. Vous êtes sur la liste maintenant. Léo regarda Isla. Elle avait l'air petite et terrifiée sous l'épaisse couverture. Il se souvint comment elle venait à l'atelier, dessinant dans un carnet pendant qu'il changeait son huile, parlant d'histoire de l'art avec une passion qui rendait le garage crasseux plus lumineux. « Je n'ai pas peur des types en costume bon marché, » dit Léo. « Bien, dit Sterling, parce que vous venez avec nous. Excusez-moi, j'ai besoin d'hommes qui sont loyaux envers Isla, pas envers ma paye, » dit Sterling, ouvrant la porte du SUV. « Vous vous souciez clairement d'elle. Vous avez les compétences. Je vous offre un travail. Détail personnel. Le triple de ce que vous gagnez au garage, plus le logement et la nourriture à la résidence du 432 Park Avenue. » Vous lui répondez. Léo regarda Isla. « Est-ce ce que vous voulez? » Isla tendit la main et prit celle de Léo. Sa paume était rugueuse, cailleuse et chaude. C'était la seule chose réelle dans un monde qui s'était transformé en cauchemar. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « je ne fais confiance à personne d'autre. » Léo lui serra la main. « D'accord, je suis partant. » Le trajet de retour à Manhattan fut tendu. Lorsqu'ils arrivèrent au penthouse, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus un sanctuaire, c'était une salle de guerre. Sterling les conduisit dans son bureau privé, une pièce dominée par un immense bureau en acajou et un mur de moniteurs affichant des routes maritimes mondiales, des cotations boursières et des flux d'informations en direct. « Asseyez-vous », ordonna Sterling. Isla et Léo s'assirent. Sterling se versa un scotch, ses mains montrant enfin un tremblement de stress. « Isla, vous avez demandé qui nous combattons, » dit Sterling, buvant d'une longue gorgée. « Sebastian Cross est un fixeur pour le groupe Corse. C'est un conglomérat d'investisseurs de l'ombre. Ils ne construisent rien. Ils acquièrent. Ils dépouillent les entreprises de leurs pièces. Il y a 20 ans, ils ont essayé d'acheter mes voies maritimes dans l'Atlantique Nord. J'ai refusé. Ils ont tué votre mère. » Isla sentit le sang lui quitter le visage. « Et maintenant, le bail de ces routes maritimes est en cours de renouvellement avec l'Organisation maritime internationale, » expliqua Sterling. « Si je suis distrait, disons, par un procès criminel impliquant ma fille ou un enlèvement, je pourrais manquer la date limite de dépôt.
Si je manque la date limite, les droits vont aux enchères. Les courses les achèteront. C'est un jeu à 1000 milliards de dollars, Isla. Donc je suis juste une distraction, dit Isla amèrement. Vous êtes le levier, corrigea Sterling. Mais ils ont fait une erreur. Ils l'ont rendu personnel et ils nous ont sous-estimés. Il appuya sur un bouton de son bureau. Le mur de moniteur changea. Les cotations boursières disparurent, remplacées par des fichiers, des photos et des plans. Demain soir, c'est le gala d'hiver de la Fondation Sterling, annonça Sterling. Tous les acteurs de pouvoir de New York seront là. Le maire, le gouverneur, la presse et les représentants du groupe Course. Vous ne l'annulez pas? Demanda Léo surpris. Je n'annule jamais. Sterling fixa ses yeux durs comme du silex. Nous allons l'utiliser. Isla, vous allez entrer dans ce gala à mon bras. Vous allez être présentée comme l'héritière. Et la nouvelle vice-présidente exécutive du groupe Sterling. Je ne peux pas, protesta Isla. Je ne sais rien des affaires. Je suis une étudiante en art. Vous êtes une Mercer et une Sterling, dit son père avec fureur. Vous avez mon sang et le cœur de Robert. Nous allons passer les 24 prochaines heures à vous préparer. Nous allons les faire sortir. Cross ne vous attaquera pas dans une pièce pleine de sénateurs et de caméras. Il essaiera de vous intimider. Il essaiera de vous faire craquer. Sterling se pencha sur le bureau. Nous allons tendre un piège. Et vous, ma fille, êtes l'appât. Les 24 heures suivantes furent un flou. Le penthouse se transforma d'une maison en salle de guerre. Des stylistes, des coachs en prise de parole et des consultants en sécurité submergèrent Tesla, la dépouillant de l'étudiante en or terrifié et forgeant une arme faite de soie et d'acier. Au moment où le soleil se couchait sur Central Park, Isla sentit qu'elle portait la peau de quelqu'un d'autre. Elle se tenait devant le miroir pleine longueur dans une robe de velours bleu nuit qui chatoyait comme un ciel meurtri. Ses cheveux étaient relevés, exposant le médaillon d'argent que son père lui avait donné, la seule pièce de son ancienne vie autorisée dans l'armure. On frappa et Léo entra. Il avait troqué sa combinaison tachée de graisse contre un costume noir sur mesure qui dissimulait l'étui à ses côtes. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le souffle coupé. « Tu as l'air », il lutta, son assurance habituelle ayant disparu. « Tu as l'air de pouvoir brûler la ville. » Les mains d'Isla tremblaient. « J'ai l'impression que je vais vomir. » Léo s'approcha, ses yeux intenses. « Souviens-toi du garage. Ne noie pas le moteur. Respire juste. Ton père a le périmètre, mais je suis juste ici. Je ne laisserai personne te toucher. » Arthur Sterling apparut derrière eux, ayant l'air de l'empereur de l'industrie. Il offrit son bras à sa fille. « La voiture attend. Les loups ont faim, Isla. Allons les nourrir. » Le Metropolitan Museum of Art était une forteresse de lumière et de bruit. Alors que la limousine s'arrêtait, les flashs éclatèrent comme un orage. Isla monta sur le tapis rouge, son visage un masque de détachement froid. Elle ignora les questions criées sur sa mère, son arrestation et le scandale. Elle marcha simplement, le menton haut, dans la fosse aux lions. Et à l'intérieur, la grande salle était bondée de l'élite de New York, sénateurs, banquiers et requins en costumes coûteux. Mais Isla n'avait Dieu que pour 2 personnes. Près de l'exposition du temple de Dendur se tenait Lydia, l'air hagard et terrifié. À côté d'elle, sirotant du champagne avec un sourire de requin, se trouvait Sebastian Cross. Il leva son verre à Isla dans un toast moqueur. « Il vous appâte », la voix de Léo crépita dans son oreillette. « Tenez-vous au plan !» Sterling conduisit Isla sur la scène. La pièce devint silencieuse tandis que le magnat tapait sur le microphone. « Mesdames et messieurs, » tonna Sterling, « ce soir il s'agit de l'avenir. Pendant 20 ans, j'ai construit cette entreprise seul, mais un roi n'est rien sans un héritage. Je vous présente ma fille et la future présidente de Sterling Global, Isla Sterling. » Des applaudissements polis parcoururent la pièce. Isla s'avança.
Elle était censée faire un discours sur l'énergie verte et la charité. Elle regarda le téléprompteur. Puis elle regarda Cross, qui murmurait quelque chose à l'oreille de Lydia qui la fit tressaillir. Isla réalisa que ce n'était pas une réunion d'affaires. C'était un terrain de jeu de brutes, et elle en avait marre d'être brutalisée. Elle ignora le téléprompteur. « Mon père parle d'héritage, » dit Isla, sa voix résonnant clairement sur les anciens murs de pierre. Mais l'héritage n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de vérité. Sterling serait dit à côté d'elle. Ce n'était pas le script. Pendant 2 ans, on m'a dit que je n'étais personne, continua Isla, les yeux fixés sur les méchants. On m'a dit que j'étais une voleuse. Mais les vrais voleurs sont ceux qui se tiennent dans cette pièce, buvant du champagne pendant qu'ils détruisent des familles. Elle pointa un doigt tremblant directement vers l'allée centrale. « Monsieur Cross, » annonça Isla. La foule haleta. « Vous représentez le groupe Coors. Vous avez essayé d'acheter mon père. Vous avez assassiné ma mère. Et hier, vous avez essayé de me kidnapper. » Le pandémonium éclata. Les caméras pivotèrent vers Cross. « Vous pensiez que j'aurais trop peur de parler ?» cria Isla par-dessus le bruit croissant. « Mais je suis une Sterling, et vous avez terminé. »« Sécurité !» rugit Sterling dans le micro. « Arrêtez cet homme. » La contenance de Cross se brisa. Son visage devint violet de rage. Il réalisa que le piège s'était refermé. La police arrivait déjà par les sorties. Il n'avait plus rien à perdre. « Petite morveuse !» hurla Cross. Il fouillait dans sa veste. « Arme !» cria Léo. Le cri perça l'air. Les invités se jetèrent au sol. Cross ne visa pas les gardes. Il visa le pistolet directement sur Isla. Bang! Le coup résonna comme un coup de canon. Isla ferma les yeux, attendant la fin. Mais l'impact ne vint jamais. Elle ouvrit les yeux pour voir Léo debout devant elle. Ses bras écartés. Il trébucha en arrière, la heurtant, et ils s'écrasèrent tous les deux sur le sol de la scène. « Léo !» cria Isla, se dégageant de dessous lui. La sécurité plaqua Cross, le projetant sur le sol de marbre avant qu'il ne puisse tirer à nouveau. Mais Isla ne vit pas l'arrestation. Elle ne vit que la tache rouge vif se répandant rapidement sur la chemise blanche sous le smoking de Léo. Sterling tomba à genoux, pressant ses mains sur la blessure. « Urgentiste? Appelez un urgentiste maintenant. » Léo leva les yeux vers Isla, sa peau virant au gris cendré. Il essaya de sourire, mais du sang couvrait ses dents. « Je vous l'avais dit, » siffla-t-il, son souffle râlant dans sa poitrine. « Je veillerai. Sur votre dos. »« Non, non, reste avec moi, » sanglota Isla, lui serrant la main. « Tu as promis. » Les yeux de Léo roulèrent en arrière, sa main, devenant molle dans la sienne. Les caméras flashèrent, capturant le moment où l'héritière cria, tenant le corps brisé du garçon qui lui avait sauvé la vie. La salle d'attente de l'hôpital Mount Sinai était silencieuse, à l'exception du tic-tac rythmique d'une horloge au mur. Isla était assise sur une chaise en plastique, portant toujours sa robe de gala tachée de sang. Elle refusa de se changer. Elle refusa de partir. Arthur Sterling se tenait près de la fenêtre, regardant la ville qu'il possédait, l'air plus vieux qu'il ne l'avait jamais été. « Le commissaire de police vient d'appeler », dit Sterling d'une voix rauque. « Cross est en garde à vue. Ils ont trouvé ses téléphones jetables. Ils ont suffisamment de preuves pour enterrer le groupe Coors pour 1 siècle. » Et Lydia, il marqua une pause. Lydia se tourne en témoin d'État. Elle échange tout ce qu'elle sait contre un accord de plaidoyer. Passera les 10 prochaines années dans une prison à sécurité minimale. Mais elle mourra sans un sou. Isla ne leva pas les yeux. « Je me fiche de Lydia. Je me fiche de l'argent. »« Je sais, » dit Sterling doucement. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Je pensais pouvoir contrôler le monde, Isla. Je pensais que si j'avais assez d'argent, assez de garde, je pourrais tenir la mort à distance. Mais ce soir, j'ai réalisé que je ne suis pas un roi. Je suis juste un père. » Les doubles portes s'ouvrirent.
Un chirurgien en blouse verte sortit, baissant son masque. Isla se leva d'un bond, son cœur tambourinant contre ses côtes. « Il a perdu beaucoup de sang », dit le chirurgien, l'air épuisé. La balle a raté le cœur de 2 centimètres. Elle a perforé un poumon, mais nous avons réparé les dégâts. Il est fort. Il va s'en sortir. Isla laissa échapper un sanglot qui était à moitié rire, à moitié pleurs, s'effondrant de nouveau sur la chaise. Sterling ferma les yeux et expira un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant des heures. 2 jours plus tard, Isla entra dans la salle de récupération. Léo était éveillé, appuyé par des oreillers, l'air pâle mais vivant. Quand il la vit, un sourire tordu se répandit sur son visage. « Tu sais, » dit-il d'une voix rauque et faible, « ce n'est pas exactement le service en chambre que tu avais promis au penthouse. » Isla rit, des larmes coulant sur son visage. Elle marcha jusqu'au lit et prit sa main, la même main qui l'avait tirée de l'obscurité. « Espèce d'idiot, » murmura-t-elle. « Tu aurais pu mourir. C'était dans la description du poste, » taquina Léo. « Protection personnelle. Je prends la balle, tu signes les chèques. »« Tu es viré, » dit Isla soudainement. Le sourire de Léo s'estompa. « Quoi? »« Je te vire, » dit Isla, se penchant près, ses yeux cherchant les siens. « Mon père a une règle. Les employés ne sont pas autorisés à fréquenter la famille, et je ne veux plus que tu sois mon employé. » Le sourire de Léo revint, plus éclatant qu'avant. « Eh bien, dans ce cas, je suppose que je suis libre pour le dîner. » Isla l'embrassa, douce et tendre, scellant une promesse qui allait bien au-delà des contrats et des comptes bancaires. La salle de conférence de Sterling Global était bondée. 20 hommes en costume gris étaient damnés assis autour de la longue table en verre, chuchotant nerveusement. Elles attendaient Arthur Sterling. Mais Arthur Sterling n'entra pas. Les portes s'ouvrirent et Kyla Sterling entra. Elle ne portait pas un blazer de friperie trop grand. Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui criait le pouvoir. Ses cheveux étaient nets, ses yeux clairs. Elle marcha jusqu'au bout de la table. Elle ne s'assit pas. Elle se tint debout, posant ses mains sur la chaise en cuir. « Mon père a décidé de se retirer sur son île », annonça Isla, sa voix ferme et autoritaire. Il confie l'avenir de cette entreprise à du sang neuf. Elle regarda autour de la pièce. Elle vit du doute dans certains yeux, de la peur dans d'autres, mais elle s'en fichait. Elle avait survécu à la pauvreté, elle avait survécu à la trahison, elle avait survécu à une balle. Une salle de conférence n'était rien. « Nous ne sommes plus seulement une compagnie maritime, » dit Isla, prenant une télécommande et allumant l'écran derrière elle. Il montrait un plan pour une nouvelle initiative mondiale, la restauration d'or financée par le commerce de l'énergie propre. Nous allons changer le monde, et si quelqu'un a un problème avec ça, la porte est à votre gauche. Personne ne bougea. Isla sourit. C'était le sourire d'une lionne qui avait enfin trouvé son rugissement. « Bien, dit-elle, maintenant, mettons-nous au travail. » Et c'est l'histoire d'Isla Sterling. D'une froide salle de tribunal sans personne de son côté à la tête d'un empire mondial, elle a prouvé que vous pouvez dépouiller une personne de son argent, de sa maison et de son nom, mais vous ne pouvez pas la dépouiller de son esprit. Lydia pensait qu'elle écrasait un insecte, mais elle a fini par polir un diamant. Qu'en pensez-vous? Lydia s'en est-elle sortie trop facilement avec 10 ans de prison? Et auriez-vous pardonné à votre père d'avoir caché la vérité pendant 20 ans? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Si vous avez apprécié cette histoire de justice, de romance et de vengeance, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime, cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, parfois les personnes les plus silencieuses ont le plus fort